Hello Laurie, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien, j'ai un bonbon qui me colle aux dents. Elle l'a dit, elle a avoué. En même temps, qui peut résister à ce bol rempli de bonbons ? Pas grand monde. C'est vrai. Voilà. Donc c'est un peu fait pour. Ça va aller quand même ? Oui, ça va aller, ça va faire des bruits très désagréables que j'espère que vous retirez en post-prod. Ils vont tous arrêter d'écouter, relou. Est-ce que tu peux te présenter, ma chère Laurie, en une phrase ? Bonjour, je m'appelle Laurie Perret, bientôt 42 ans, très en forme, parfois fatiguée, heureuse. Maman, débordée, rigolote. Ah, bah, on va en parler, forcément. Tu dis très en forme, mais parfois fatiguée. Plus en forme que fatiguée, vu le métier que tu mènes, quand même ? Plus en forme que fatiguée, ouais. C'est bien. J'aimerais bien pouvoir dire ça. Je pense que c'est une sorte de, tu sais, de plus t'en fais, plus ça va. Tu vois, c'est des cycles. T'as remarqué, je sais pas, quand je suis fatiguée, si je me motive à aller faire du sport par-dessus ma fatigue, bah, ça va pas m'ajouter de fatigue, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ça par contre, c'est vrai. Mais par contre, si tu rajoutes du taf sur déjà beaucoup de taf... Ouais, mais si dans ton taf que t'as rajouté du taf, mais que t'accomplis quand même du taf, ça va. En tout cas, tu rayonnes, tu as l'air en C'est forme gentil. olympique. Tu nous donneras tes secrets, évidemment. Absolument. Pour mener une femme... Le sucre. Oui, les bonbons. Oui, je disais justement que ce matin, je m'étais dopée aux bonbons, ce que je fais jamais, parce que je suis pas une femme de bonbons. Mais là, c'était important, c'était essentiel. Bref, passons. Ma chère Laurie, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais eu du coup plusieurs vies. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce que donc aujourd'hui tu es humoriste, tu vas nous expliquer tes diverses casquettes, mais ça n'a pas toujours été ta vie. Pas du tout, ouais. Donc qui es-tu ? Qui étais-tu Qui avant ? Qui étais-je du début ? Ouais, moi j'aime bien quand on prend un peu un point de départ marquant, tu vois. Le point de départ de ton choix, ça peut être dans l'enfance, ça peut être plus loin, peu importe. Je crois que le point de départ, pour moi, ça commence... Attends, je réfléchis. Parce que ça commence presque même avant. J'allais dire, le point de départ, pour moi, c'est quand je rencontre mon pote, mon frérot, Issa Doumbia, à l'âge de 15 ans, avec qui je me marre, mais vraiment, et qui me dit, voilà, je fais de l'impro, il n'y a pas de meuf, viens, je pense que ça va être cool. Ah, mais déjà, en fait, à 15 ans, t'avais Ouais. déjà la petite graine qui Mais était je plantée. crois que ça commence encore avant. Quand mes parents écoutent ABBA dans la voiture et que je rêve secrètement d'intégrer le groupe et d'être le 5e membre. Voilà, ça c'est Évidemment. mon rêve absolu. Voilà. Incroyable. Ok, donc en fait, c'était quand même écrit un petit peu le truc de un jour je ferai de la scène. Ah oui, c'était une volonté totale. Ouais, ça m'est pas tombé dessus par hasard. C'est un truc que j'ai. Tu te rappelles, je sais pas si on a les mêmes âges, mais moi, à mon époque, il y avait un truc qui s'appelait les fiches navettes quand on était au collège, où on te demandait ce que tu voulais faire, quoi. Et moi, il y avait marqué comédienne et chanteuse. Ah oui, Je crois qu'on y est. c'était très clair. Ouais, complètement. Et je pense que j'étais plus accrochée au rêve de chanteuse. Et du coup, donc voilà, donc reprenons le premier point de départ, qui est donc l'impro. Et donc Issa m'emmène dans cette école d'impro qui est aujourd'hui plutôt renommée, parce que c'est celle de Trappes, d'où vient Jamel Debbouze, voilà, d'autres personnes encore connues, Issa Doumbia. Il y a Alban Ivanov qui a fait partie d'une ligue qui s'appelait la Lydie, mais qui était en face de nous. Enfin bon, bref, voilà, j'ai connu déjà plein d'humoristes qui venaient de là-bas. Et donc quand j'y vais, je comprends très rapidement pourquoi il n'y a pas de meufs. Parce que les mecs sont complètement bourrus et sauvages. Ah ouais ? Ouais. Bah, à ce point ? Ouais, mais moi, quand ils me rencontrent, du coup, ils me vannent et me font pas de cadeaux. Oh. Et je me dis, c'est ça que je veux, ça va être mes potes. Et je me dis ça à 15 ans, et je te dis que j'en ai bientôt 42, et c'est toujours mes potes. Dingue. Ouais. Et ça t'a pas bloqué ? Ben non, parce que moi, j'avais cette... Je venais aussi de cette école-là dans ma famille, où moi, j'ai une mère qui envoie des punchlines. Vraiment, faut pas être susceptible. Voilà, j'ai une maman qui envoie des grosses punchlines. J'ai été élevée vraiment dans ce truc où on s'en envoie fort dans les dents. Faut avoir le sens de la répartie, faut pas le prendre pour soi. Et en même temps, comment te dire, j'ai de l'admiration pour les bonnes vannes, quoi. Nous, on se faisait des battles. Il t'envoie une vanne qui te fait mal au cœur, tu répliques pas avec de la violence ou de l'énervement. T'as le seum, évidemment, il a été meilleur que toi à la vanne, mais il faut l'admettre.
Ouais, t'avais déjà la culture de la vanne et c'est pas un truc qui te bloquait. Au contraire, c'était un jeu pour toi. Absolument, Tu vois. ouais. Et puis l'impro est une discipline formidable parce que ça règle, ça cadre cette envie d'exister, de vanner, de créer, d'imaginer. Parce que c'est une vraie discipline avec des fautes, avec des règles. Et c'est un outil formidable, surtout pour les ados qui ont besoin de s'exprimer. Ouais. Et aussi pour les ados qui ont du mal à s'exprimer. Ça désinhibe les plus timides et ça donne un terrain de jeu à ceux qui en ont besoin. Mais carrément. Et tu vois, moi, j'ai découvert un peu le délire de la vanne, on va dire, Ouais. entre guillemets. Donc moi, je viens du sud de la France, 06. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai pris mon premier CDI, bref. Et si tu veux, j'ai commencé à côtoyer des gars de région parisienne, etc. Et là, je me suis jamais autant marrée de ma life. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je me suis dit, c'est un délire en fait. Et puis ils sont trop forts, ça s'envoie, c'est toujours plus, puis c'est drôle. Tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu un amour pour la connerie. Et du coup, on est tombé amoureux avec ces garçons d'une manière amicale. C'était un coup de foudre amical. Et je parle de ces garçons parce que c'est vrai que c'est des garçons qui m'ont accompagnée à l'impro. Mais moi, j'ai un groupe de copines, mais c'est les meufs les plus drôles du monde. Bien. Ma fille aujourd'hui est très marrante. Enfin, je pense que c'est vraiment un critère obligatoire pour me séduire. Bah, bien sûr. Ouais. Ça fait partie de ta vie. Enfin, c'est évidemment que tu as besoin d'être entouré de gens qui te ressemblent et qui comprennent tes vannes, ton Bien humour, sûr. ta Oui, culture. Enfin, voilà. Ouais. Et donc, comment ça se fait? Parce que tout à l'heure, je t'ai dit, toi, tu t'es lancé, enfin, tu as été humoriste direct ou pas du tout. Tu m'as dit, non, j'ai eu une autre vie pro avant. Du coup, qu'est-ce que tu as fait et pourquoi tu t'es pas lancé là-dedans directement? Et donc, du coup, tout le monde me disait, ouais, t'es super marrante, fais de l'humour. Et non, moi, je voulais faire chanteuse. Rappelons que je voulais être le 5e membre du coup d'ABBA. Ah oui, mais blague à part, je voulais vraiment être chanteuse. J'écrivais, je chantais. À l'époque, vraiment, je faisais tous les refrains R&B de tous les rappeurs du quartier. J'embrasse la Fouine, la Oni. S'ils se rappellent de moi, on a chanté ensemble quand on était petits. Trop marrant. Ouais. Et mes potes se foutaient de ma gueule, mais ils m'accompagnaient au studio, au showcase et tout. Ils me soutenaient tout en se foutant de ma gueule, évidemment, sinon ce ne seraient pas mes potes. Et donc voilà, je rêve de chanter, je rêve d'une carrière musicale. Évidemment que j'ai aussi envie de jouer la comédie. Je fais déjà de l'impro. L'impro, quand je commence l'impro dans cette école, c'est très vite très pro. J'ai 15-16 ans et on part en tournée, on fait des championnats, on est champion de France par 2 fois. Donc c'est très vite du haut niveau parce que à Trappes, c'était une institution. Il y a des quartiers où on joue au foot. Et en tout cas, dans la ville de Trappes, l'impro est très réputé. Voilà. Et donc, voilà, parallèlement, je veux faire de la musique. Et parallèlement, j'ai aussi l'amour des mots et de l'écriture. Et je suis à l'école. Et je me dis, avant de... Bon, j'essaye de chanter comme je peux. J'essaye d'aller jouer comme je peux. Je vais quand même sécuriser avec un métier qui ressemblerait à un vrai métier, mais pour le moins artistique. Et je vais dans une carrière de publicité. Voilà, conceptrice, rédactrice en publicité. Et donc, je fais 1 an, 2 fois 6 mois, parce que la pub, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore comme ça, tu ne pouvais pas rentrer, tu ne présentais pas... On a un book, on faisait un book, c'est-à-dire que tu faisais des créas que tu montrais et si ça plaisait, tu rentrais dans l'agence. Et tu ne rentrais pas dans l'agence en tant que salarié, tu rentrais forcément par la case stagiaire. D'accord. Donc, j'ai fait 6 premiers mois de stage duquel je me suis fait virer. Je suis très, très fière de cette performance, de me faire virer de... Comment on peut se faire virer? De mon Pourquoi stage. tu t'es fait virer? Je me suis fait virer parce que mon maître de stage, il m'a pété mon idée. Oh, ouais. C'est vraiment des sauvages. Ouais. Et Attends, comment ça? C'est-à-dire que... Ils t'ont viré Alors, donc le mec me vole mon idée, il me dit voilà, non, c'est pas ça, t'as pas encore trouvé le bon truc, repars travailler, je t'appelle quand il y a la réunion. Et puis je vais déjeuner avec une copine de la boîte qui me dit je t'ai pas vu à la réunion. Pourtant Fabrice il a présenté ton idée. J'ai cité son vrai prénom, en plus je l'embrasse. J'ai même son nom de famille, vous le voulez? Ouais, on le veut. Non, je suis pas dans la délation parce qu'après en plus je lui ai fait perdre son poste, le pauvre. Non, je le plains pas, mais bref, du coup, comme vous vous doutez, j'ai pas la langue dans ma poche. Donc, je rentre de ce déjeuner et je monte dans son bureau
Et en fait, du coup, ma copine m'avait raconté ce qu'il avait présenté. Et c'était pas mon idée, c'était son idée inspirée de mon idée. Donc, c'était encore pire. Parce qu'à la limite, il aurait pu me faire croire, oui, je n'ai pas eu le temps de t'appeler, j'ai présenté ton truc. Non, il a retravaillé mon truc. Il a mis 2-3 trucs à lui, mais c'était absolument la base de mon idée. Donc, je suis montée dans son bureau, je me suis embrouillée avec lui. Grande porte ouverte afin que tout l'open space puisse en profiter. T'avais du culot déjà ? J'en ai toujours eu, je crois. Non, j'en ai pas toujours eu. J'ai appris avec l'âge à en avoir. Et à chaque fois que j'en ai fait preuve, ça a pour le coup payé. Et donc, le directeur de création n'était pas là, donc il a pris la liberté de me virer. Et puis, quand le directeur de création est rentré, vu que j'étais rédactrice, je me suis fendue d'un petit mail pour lui expliquer que je trouvais que ça représentait pas l'image de cette superbe boîte de publicité. Et donc, il s'est fait jeter très peu de temps après. Je pense pas uniquement à cause de moi, parce que je crois que c'était quelque chose qu'il avait pour habitude de faire, de s'inspirer des idées des autres. C'est la goutte d'eau de ce coup. Donc après, j'ai retrouvé un autre stage. En fait, après, je retrouve un autre stage. Et pour rentrer en stage, il fallait prendre des cours par cours. Enfin, il fallait des conventions de stage. Mais moi, je n'étais plus à l'école. Donc, ce que je faisais, je prenais des cours par correspondance que je jetais sous blister. Je les recevais dans le blister, je les jetais comme ça. Je crois que je prenais des cours d'histoire géo, je crois. Et simplement, je prenais les conventions de stage et j'obtenais un stage. Et j'emménage à Paris avec une copine en coloc qui s'appelait Laurie, qui s'appelle toujours Laurie, je l'embrasse. Donc, on était Laurie et Laurie. Oui. Elle était conceptrice, rédactrice également. Ah oui, d'accord. On faisait le même métier, on s'est rencontrés à l'école. Et je crois que j'emménage un 2 août à Paris. Et le 3 août, il y a un décret qui tombe et qui dit « Vous ne pourrez plus faire de stages qui ne sont pas dans le cursus des cours que vous suivez. » Donc, voilà, ma petite technique des cours par correspondance ne fonctionne plus. Je ne peux plus aller travailler en publicité. De là, je fais tous les métiers de la terre. J'ai fait agent immobilier 3 mois, éducatrice 6 mois. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait vraiment des trucs rigolos. Là, t'avais quel âge à peu près ? Là, j'avais 23 ans. Okay. 22-23 ans. Et puis, je retrouve un poste dans le marketing qui est quand même, pardon, j'embrasse les gens du marketing, mais en termes de créativité, la sous-pub, parce que t'es beaucoup plus charté, voilà, t'es moins libre. Et j'ai travaillé avec des gens pas sympas. Et pardon pour la tournure de phrase que je vais employer, mais je me suis dit, tant qu'à côtoyer des enculés, je vais y aller peut-être dans le métier premier que j'ai envie de faire, parce que c'était un peu la réputation, évidemment, du showbiz. Tu vas voir, c'est des requins. Et en fait, je me dis, mais je suis dans le marketing, ce qui n'est pas du tout épanouissant, et c'est des requins. Est-ce qu'on n'irait pas plutôt se battre pour ce qu'on a dans le fond du cœur ? Et donc là, je lâche les métiers normaux. Je deviens intermittente du spectacle. Donc, c'est marrant, je me permets. Je trouve que tu as vraiment toujours eu ce truc de j'ai pas peur. Tu sais, je te dis tout à l'heure, tu avais déjà du culot. Tu me dis, ouais, j'en ai toujours eu. Et c'est intéressant parce que tu vois, à mon micro, je reçois que des femmes qui ont des parcours divers et variés. Et les auditrices, elles écoutent ce podcast parce qu'elles sont à la recherche d'audace. Comment t'expliques ? Et je pense que c'est peut-être de part de ton éducation, j'en sais rien. Le fait que tu as sauté de job en job. Tu te dis, le marketing, il y a que des cons. Finalement, je me barre, je vais faire le métier que j'ai toujours voulu faire. On sent pas que la peur t'a drivé dans ta vie. Je vais un peu te contredire parce que moi, je crois que j'ai peur de tout. Je suis un peu une ouais, vraiment. Mais, je te jure, j'ai peur. Je suis claustro, j'ai le vertige, j'ai une phobie très bizarre. J'ai presque de savoir, j'ai la phobie de vomir. C'est très chelou. C'est marrant, j'ai eu ça toute mon enfance. C'est vrai ? Ah non, mais jusqu'à mes 30 ans, je pense. Et je crois que je l'ai encore, moi. Je vomis très peu. Enfin, on va pas s'étaler là-dessus, c'est pas vraiment intéressant. Mais, non, mais j'ai vraiment très peur. J'ai peur en avion, j'ai beaucoup peur. Je crois juste qu'il y a un moment où je réfléchis pas. En fait, je n'appréhende pas. Tu vois, je suis pas dans le... tu vois, si tu me poses la question, tu te vois où dans 10 ans ? Mais j'y ai même pas réfléchi. Je réfléchis même pas à ce que je vais... Ce qui m'a toujours animée, je pense, et qui m'a servi, et on va y venir à pourquoi aujourd'hui je fais ce métier et que ça a fonctionné, c'est trop cool. Mais c'est vrai, mon meilleur ami, c'est l'urgence. Donc là, moi, j'ai pas le time. Moi, faut que je paye mon loyer quand je me casse. Quand je le décret là du 3 août là qui me dit on va pas pouvoir le faire. Tu sais ce que je fais le lendemain ? Je te parle pas de j'y réfléchis. Le lendemain, je mets un réveil à 9h, j'imprime des CV, je fais le tour du quartier et j'ai un CDI à 11h30 pour être agent immobilier.
Incroyable. Évidemment qu'il y a le facteur chance. Et j'ai le fait. En tout cas, je suis une grande débrouillarde. Voilà, en fait, c'est ça. Je suis une grande démerdeuse. Je me débrouillerai toujours. J'ai du culot. J'ai très peur, mais la peur, elle est générée par une forme de réflexion. Tu vois, et si du coup, si j'ai pas le temps de réfléchir, j'ai pas peur. Là, tu vois, évidemment qu'on est un peu là pour faire ma promo et qu'on va raconter que je vais faire l'Olympia. L'Olympia, j'y réfléchis même pas. Ouais, oui, je suis pas en train de me dire, waouh. T'es pas en train de flipper, Ouais, qu'est-ce que ça représente. Et puis, je suis même pas en train non plus de me kiffer. Ouais, je suis ni là-dedans, ni là-dedans. J'essaye de pas trop bloquer sur l'info. Le jour J, va pas trop falloir me parler, quoi. C'est comme ça que tu réagis quand tu as trop de pression. Tu as besoin de te retrouver un peu seule, de pas être trop je suis pas polluée par les autres. C'est perturbant pour mon entourage puisque tu vois, je t'avais dit, je suis très bavarde et tout. Les jours de grosse pression, faut pas me parler. Ok. En plus, ça me complexe parce que je dis à tout le monde, je sais que j'ai pas l'air aimable, mais je suis aimable. Ouais, juste t'as besoin de te recentrer. J'ai besoin de faire le ménage de fond en comble. J'ai besoin d'un truc, aucune aspérité. Je veux pas savoir comment tu vas parce que je veux même pas savoir comment moi je vais. Je comprends. Tu vois. Donc voilà, et je pense que c'est la démerde qui m'a amenée là. Et donc je te disais, ouais, donc je fais tout ça, on en est où? Voilà, après je deviens intermittent du spectacle pour faire des cachets. Donc pour gagner le statut d'intermittent du spectacle, il faut avoir justifié de 507 heures de travail dans le métier du spectacle. Okay. Donc, de ce qu'on a 43 cachets. Un cachet, finalement, c'est un jour de travail. Donc, 43 jours travaillés dans le spectacle. Mais tu as des boîtes qui te payent en cachet et tu n'es pas forcément dans le spectacle, tu vois. Par exemple, j'ai fait beaucoup d'événementiels, on distribuait des flyers, j'ai travaillé en boîte de nuit à faire déguster des alcools. Enfin, j'ai fait, mais... T'as tout fait, quoi. J'ai tout fait et je voulais acquérir ce statut d'intermittent du spectacle qui est assimilé à celui de chômeur, qui du coup te permet d'être indemnisé et qui te permet de créer, d'écrire, de composer, de machin. D'accord. Donc après, j'ai fait tous les castings du monde que je n'ai jamais eus. Raconte, c'est dur. Ouais, c'est relou parce qu'en plus, t'es tout le temps en train de... on se connaît un peu, tous un peu, on a plein de copains dans le métier. Et à chaque fois que tu rates un truc, déjà à chaque fois que tu brigues un truc, t'en parles un peu. Du coup, tu l'as pas, tu le rates. Tous tes potes te disent, ouais, mais c'est que c'était pas pour toi. Mais au bout d'un moment, on dit, waouh, c'est quand que c'est pour moi? Et puis un jour, il se passe un truc fou. J'avais passé le casting de Mozart, l'Opéra Rock. Je l'avais pas eu. Et puis, j'étais complètement passée à autre chose. Et puis, je suis chez moi, je me rappelle avec un pote qui allait pas bien. Mais moi, je crois qu'il y a vraiment quelqu'un au-dessus de ma tête, tu vois. Il allait pas bien et je lui disais, mais... puis quelqu'un de très taiseux qui restait chez lui et tout. Je disais, mais c'est pas comme ça la life. En fait, aujourd'hui, t'as pas ce que tu veux, mais tu sais pas, demain, tu vas aller faire un autre truc qui te plaît moins. Mais sur la route du truc qui te plaît moins, tu vas peut-être trouver un tel qui va te parler, qui va te faire dévier. La vie, elle est comme ça, il se passera rien si tu restes chez toi. J'ai pas fini ma phrase, mon téléphone, il sonne. Et c'est Bruno Berberès, le casteur, le directeur de casting le plus connu de toutes les comédies musicales de la place de Paris, qui m'appelle et qui me dit, Laurie, ouais, j'ai ta fiche en face de moi, tu connais Mozart, l'Opéra Rock? Ouais, bah écoute, il cherche une remplaçante parce qu'il y en a une qui est en train de partir. Dovatia va t'appeler dans 5 minutes. What? Que se passe-t-il? Qui illustre complètement le truc que j'étais en train de raconter à mon pote, de lui dire, un jour, tu sais pas, ça va te tomber sur le coin du nez. La seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est de faire. Et donc, effectivement, Dove m'appelle. Je vais au Palais des Sports. Je vais voir cette comédie musicale qui est incroyable et qui est, en plus... Pour moi, là, c'est un rêve. Là, je vis un rêve. Parce qu'au-delà de je voulais être chanteuse, la comédie musicale, ça représente tout, quoi. Il y a la comédie et il y a la chanson, tu vois. Complètement. Et en plus de ça, c'est une des plus belles, quoi. Tu vois, il y a d'autres comédies musicales que j'ai beaucoup moins affectionnées. Enfin, tu vois, je vois celle-ci, je me dis, voilà, le truc de ouf. Donc, je vais au Palais des... 2 heures après, 2 heures après cet appel, donc je viens, mon pote, je vais aller, va faire ta déprime chez toi. Allez, moi, j'ai du taf. J'ai des trucs à faire, là. Et j'arrive au Palais des Sports, donc je vois Dove et tout, qui me dit, bon, chante-moi un truc. Enfin, à l'époque, je te disais, je faisais du R&B. Oh, wow. Puis je chante un truc, il me dit, non, mais c'est complètement trop R&B. Il disait quoi là? Tu sais, il y avait des cafés à l'intérieur. La pièce se jouait, on était dans un café où il y avait un peu de monde. Et il me dit, écoute, je vais aller boire un café avec mon pote, là, réfléchis, je reviens dans 5 minutes. Et moi, je tourne la tête et je vois une affiche d'Hélène Ségara. Il revient et je lui fais, hey, tu l'aimes? Et il me dit, bon, c'est bon, tu sais chanter, viens avec moi. Et il me montre la comédie musicale.
Je repars avec le livret et elle me dit rendez-vous tel jour, telle heure. Ok. Le tel jour, telle heure, je suis dans ma voiture. Et il m'avait dit, vous êtes 2 en compétition. Et je trouvais ça chelou parce qu'à chaque fois, il me disait, par contre, tu reviens autant de fois que tu veux. Donc moi, j'y allais un jour sur 2 quasiment voir la comédie musicale pour m'imprégner du truc et pour lui montrer que j'étais super motivée. Tu vois. C'est bien. Et à chaque fois que j'y allais, il y avait que moi. Donc je me disais, je me dis, ça se trouve, je suis pas du tout en lice. Il fait ça pour me coller la pression et il veut me prendre, tu vois. La meuf trop sûre d'elle. et je suis sur la route pour le jour du fameux casting, aux fameux horaires. Et il m'appelle. Je viens de partir de chez moi. Et il me dit, tu es où? Et il est super vénère. Je dis, je suis sur la route, Dove. Il me dit, nous avions rendez-vous maintenant. Alors je dis, Dove, pardonne-moi, avec tout le respect et l'importance que je prête à ce rendez-vous, je t'assure que nous avons rendez-vous dans 1 heure. Et là, il me fait, putain, je vous ai filé rendez-vous en même temps. Ah, c'est pas vrai. Et donc là, je déchante, je me dis, putain, on est vraiment 2. Et j'arrive au casting et j'ai des bottes marron, un jean, un cuir marron, cheveux bruns jusque-là. La meuf arrive, elle a des bottes marron, un jean, cuir marron. Tu te fous de moi. Des copies conformes, sapées, pareil. Je te jure une blague. Je fais waouh. Bon, allez, ça va pas se jouer là-dessus. Et tu ne connaissais pas cette personne? Je ne connaissais pas cette personne. Et je remporte le casting. Mais je pense que j'ai aussi remporté le casting parce que j'ai appris toutes les chansons alors qu'ils m'en demandaient qu'une et que j'ai fait 2-3 vannes dans le studio. Ah, well done. Voilà, l'histoire formidable de Mozart l'Opéra Rock. Et de là, donc là j'ai 25 ans, ça s'arrête. Ah, t'as encore 25 ans là? Ouais, j'ai 25 ans. Ah ouais, mais tout s'est passé... Attends, après il y a la petite traversée du désert. On adore. Vas-y, les rebondissements, on adore. Et puis donc le Mozart l'Opéra Rock s'arrête et je pense vraiment que là je me la raconte, tu vois. Je me dis ouais, ça y est, je suis une star. Ouais, je suis une star, les gars. Non, c'est parti. Je suis dans 25 ans, tu peux vite... Je suis dans le métier, tu vois. Ouais. Oh non. Je rentre chez moi, 0 casting. Je fais tous les castings de la Terre, je suis prise nulle part. Mais combien de temps a duré l'aventure avec... Ça a duré 2 ans et demi. Ah, quand même? Ouais, c'était chambé. Donc quand tu dis tu rentres chez toi, c'est après ces 2 ans et demi? Ouais. Plus rien? Plus rien. Pourquoi? Et tout le monde m'appelle, puisque je suis dans les petits papiers des comédies musicales. Je ne remporte pas un plaisantes. Castoche. Comment tu vis sincèrement ce moment-là? Très mal. Très mal, très mal, très mal. Dépression et tout. Ah oui? Ouais. Je tombe enceinte. J'étais dans une relation qui était en train de se finir avec un mec super sympa, mais on s'entendait plus. Je tombe enceinte. Pour moi, c'est une révélation. Je savais que j'étais faite pour être maman. Je savais juste pas que ça allait tomber maintenant. Donc je dis au père de ma fille, je vais avoir un bébé. On fait ce que tu veux. On peut vivre ensemble, coucher ailleurs. On peut se séparer. On peut réessayer. Mais moi, je veux garder ce bébé. Et il m'a dit, viens, on réessaye. On réessaye. Donc je tombe enceinte. Voilà, j'ai ma fille. C'est formidable. C'est une joie intense. Et puis ça ne fonctionne toujours pas. C'est pas des engueulades, c'est quelqu'un vraiment de très sympa. C'est simplement qu'on s'est connus très jeunes et qu'on... pas les mêmes envies. Exactement. Et donc je lui ai dit, écoute, viens, on se sépare vite avant que la petite ait des souvenirs. Et il me dit, ok. Et à l'époque, moi, je suis chanteuse dans des cabarets. Parce qu'il fallait que je continue à être intermittente du spectacle. Donc je faisais des trucs pas très grisants, pas très glorieux, tu vois. Donc voilà, et je quitte le père de ma fille avec ma fille sous le bras. On était dans le 78, toujours à Elancourt, à côté de Trappes. Et moi, je me rapproche de Paris parce que j'ai toujours ces ambitions artistiques. T'as jamais lâché, quoi. Jamais. Et je pars avec ma fille et j'ai 31 ans et j'ai 3 cachettes prévues dans un cabaret. Évidemment, je raconte une grosse mytho au bailleur pour pouvoir avoir l'appartement et tout ça, sauf que je sais pas du tout comment je vais faire, mais j'ai toujours fait, donc ça me fait pas plus peur que ça, comme ma technique du début. Je réfléchis pas trop, je fonce dedans, quoi. Et puis j'ai aussi oublié de raconter une petite période à ce moment-là. J'étais rentrée aussi chez Canal en tant qu'auteur. Ah oui, j'ai un peu bossé chez Canal en tant qu'auteur. J'ai écrit aussi pour d'autres programmes. J'étais devenue un peu plus auteur. Là, j'écrivais pour des trucs un peu rigolos. Super. Tout en chantant dans des cabarets. Mais voilà, en fait, j'ai jamais été en très, très grande galère. Mais ça n'a jamais pété, quoi. Ouais, ok. Et dans ma grossesse, mon temps libre,
sortant de Mozart, j'avais écrit une comédie musicale marrante. Parce que comme j'avais toujours eu le cul entre deux chaises, ou chanter ou faire rigoler, là, j'avais allié les deux. Et donc, je viens d'emménager dans mon appart où j'ai 3 cachets devant moi et j'ai une copine, une ancienne de Mozart, une chanteuse, qui me dit « Laurie, je suis jurée d'un concours d'humour, fais-le. » Je me dis « Qu'est-ce que j'allais foutre là-bas ?» Elle me dit « Déjà, tu vas pouvoir tester les chansons de ta comédie musicale. » Et puis, je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il y a à gagner ?» Elle me dit « Le 2e prix, c'est 300 balles. » Moi, j'ai pas un bal. Je lui dis « Ok, je vais venir. » Et c'est à Orléans. Et elle me dit « Ok, je vais te présenter un pote. » Donc, je lui raconte un peu ce que je veux faire, que j'avais un peu déjà commencé à écrire. Elle me dit « Je vais te présenter un pote, il va t'accompagner au piano. » 3 jours avant la presta, le pote, il me dit « Je peux plus venir. » Il me montre les accords. Il me dit « En plus, comme tu joues très mal, c'est encore plus marrant. » Je me démonte pas, j'y vais. Et je gagne le concours. Le prix 1, pas le prix 2. C'était quoi le prix 1 ? Le prix 1, je peux te dire que j'étais dégoûtée. Le prix 1, c'était de revenir faire la première partie d'un humoriste confirmé. Ah, c'est cool. Ah ben non, parce que moi déjà que ça me cassait les couilles de venir faire 5 minutes toute seule, là tu me demandes de revenir faire 30 minutes toute seule et de pas gagner d'argent. Ah oui. Donc pour moi, cadeau empoisonné. Visibilité, mais tu sais pas vraiment ce que ça peut donner. Mais je veux pas faire ça. C'est pas mon... Je veux plus. Non, je veux pas être humoriste toute seule. Si tu veux, je l'ai fait là, en one shot. En plus, je sais que c'est pas dans Paris. Donc, je le fais en one shot. Je le dis à personne, un peu en loose day pour gagner mes 300 balles. D'accord. Et en fait, là, maintenant, il faut que je revienne, il faut que je réécrive. Je vois, Tanas. Pour la petite anecdote, cette chanson qui m'a fait gagner, c'est la première chanson de mon premier spectacle. Oh, c'est dingue. Elle est devenue ça. Parce que du coup, il fallait que je réécrive derrière. Et en essayant de réécrire derrière, il fallait que j'aille tester en comédie club. Et moi, je les connaissais tous, les humoristes, de par mon parcours d'improvisation, de par mes années d'écriture chez Canal+ ou pour d'autres programmes. Je connaissais plein d'humoristes. Et donc, je les appelais, je leur disais, j'écoute, j'ai un truc à tester, tu crois que je dois aller où ? Donc, ils m'emmenaient faire des petites scènes. Et 2e ou 3e scène que je fais pour tester cette première partie, il y a un gars qui est devenu mon ami, je l'embrasse, s'appelle Vincent Piguet, qui me dit « C'est cool ce que tu fais. Si tu as 3 fois 10 minutes, là, je suis en train de booker un festival au ski. Je t'amène, tout payé, 10 jours, ta fille, à l'œil. T'as 3 fois 10 minutes ?» Je lui dis « Bah ouais. » Et j'ai dit oui à tout pendant 4 mois. Ouais. Il me dit « T'as 3 fois 10 minutes ?» Je dis « Bah ouais. » Et je rentre chez moi et j'écris la chanson de l'accouchement, celle qui a rendu le succès de mon premier spectacle, celle qui a fait le succès de mon premier spectacle. J'ai écrit la chanson de l'accouchement pour partir gratos au ski parce que ma fille, elle n'a jamais vu la neige. Et d'ailleurs, j'avais le droit à un accompagnant et j'ai invité le père de ma fille. C'est pas vrai? Bah ouais, on s'entend très bien. C'est ouf. Moi, je l'ai appelé, j'ai dit... C'est ton pote? Ouais. Ouais, on a vécu évidemment des moments des up and moins down, cool, mais je l'ai appelé, je lui ai dit, ça te chaufferait de voir ta fille voir la neige? Bah, pointe-toi, voilà. Et il est venu. Dingue. Et donc, voilà, et pendant 3-4 mois, en fait, c'était pas mon projet, mais je me suis fait remarquer. Et moi, j'avais un truc très efficace. En fait, moi, je pense que ça a marché pour moi parce que j'étais dans l'urgence. Donc, je réfléchissais pas à, est-ce que ça va me rendre connue? Est-ce que je vais être une star? Est-ce que non, c'est combien c'est payé? J'avais personne pour regarder ma fille, donc ma fille m'accompagnait dans tous les trucs. Des fois, c'était problématique. Pas évident, quoi. Et donc, pendant 4 mois, j'ai dit oui à tout. Et au bout de 4 mois, donc le concours, je le gagne le 25 janvier. Et début mai... L'année 2017. Début mai, il y a un mec qui m'écrit sur Messenger, qui me dit voilà, parce que donc, le concours avait publié la vidéo, et elle faisait un petit peu de bruit. Et le mec me dit voilà, écoute, j'ai un créneau, théâtre de 10 heures. J'ai une pièce de théâtre qui ne fonctionne pas. Et ma femme a vu ta vidéo, elle a kiffé. Et si tu as un spectacle d'1 heure, je te laisse mon créneau, il y en a 5, je te paye tes affiches. Je lui ai dit, pourquoi? Parce que je pense qu'on visiblement ne couchera pas ensemble. Quelle est votre motivation, monsieur? Et il me dit, voilà, écoute, avec ma femme, on serait vraiment très fiers de t'aider dans tes débuts. Voilà. Donc moi, j'avais 40 minutes d'écrit. Hein. Il me dit, qui sont ces gens? Je n'ai pas eu plus de contact avec eux. D'accord. Et donc, il me dit, t'as 1 heure de spectacle? J'avais 40 minutes d'écrit. Je lui ai dit, c'est pour quand? Il me dit, c'est pour dans 3 semaines. Je dis, ouais, j'ai 1 heure. Je suis rentrée chez moi, j'ai écrit l'heure manquante. J'ai fait une séance photo, j'ai fait des affiches. Et comme j'avais fait un peu le tour des comédie clubs pour tester mes trucs, finalement, ma salle était remplie.
Et puis ma salle a été remplie très vite de tous mes potes, parce que ça faisait des années que mes potes ils me disaient fais de l'humour. Mais bien sûr. Donc là ils ont dit c'est bon, c'est bon maintenant, tu nous as écoutés. Et au deuxième spectacle, je signe avec un des plus gros producteurs de Paris. Je pense que j'ai aussi bénéficié du fait que c'était un moment où il y avait moins de meufs dans le marché. Les grosses, comme Foresti, les grosses machines, Foresti, Madani, Blanche, je crois que c'était un moment où ces femmes-là avaient arrêté étaient dans un entre-deux de spectacle. Il y avait vraiment pas beaucoup de propositions féminines. Okay. Donc je pense que ça m'a servi. Ils se sont dit, tiens, il y a une meuf. De musique, je sais pas, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose. Bah, c'était ton moment, j'ai envie de dire. Tout aligné, voilà. comme ça. Et j'ai découvert le métier d'humoriste et voilà, j'en mets. Et donc, ça a vraiment démarré en 2017. Ouais. C'est ouf. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce parcours, de tous ces moments finalement, ces hauts, ces bas, comme tu dis beaucoup, l'urgence, j'ai dû y aller. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça ? J'imagine que tu as beaucoup de reconnaissance pour ce qui t'arrive aujourd'hui, etc. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça en fait ? Eh ben, tu vois, on discutait de ça hier avec un pote pour revenir au casting que tu ne remportes pas, où tu as toujours quelqu'un, ou même ta petite conscience qui te dit allez, c'est que c'était pas pour toi. J'ai vécu des injustices où j'ai raté des trucs qui étaient faits pour moi. Je vous dis la vérité, en toute humilité, j'en ai rien à foutre. Je sais que ce plan-là, j'étais la meilleure. En plus, c'était à côté de chez moi, ça m'aurait payé mon loyer. Et quand je l'ai pas, ce truc-là, je me dis c'est une injustice parce que c'est pas ça qui m'aurait freiné dans la vie de l'avoir. Il y a rien d'autre qui aurait pu me... Enfin, et ben, les injustices que j'ai pu vivre à certains moments, et ben, elles avaient une raison. Et je le sais qu'aujourd'hui. Et donc, il y a des fois où j'arrivais plus à me consoler. Je me disais, ouais, c'est de la merde, ce lot de consolation, de se dire que c'est pas pour moi qu'il y a autre chose qui m'attend. Ben non, c'était pas de la merde. C'est ouf. Bah, c'est souvent ça, en fait. On s'en rend pas compte. Aujourd'hui, on dit souvent c'est des cadeaux déguisés. Et on s'en rend compte quelques mois, quelques années plus tard. C'est souvent vrai. C'est vrai que c'est aussi rassurant de se dire qu'il y a autre chose qui nous attend et pas juste, bah, c'est injuste et c'est comme ça. Tu vois, enfin, je suis pas sûre que l'être humain puisse accepter cette conclusion. Tu vois, oui, bien sûr. Je pense que c'est trop... Enfin, moi, je suis pas du tout comme ça. Je préfère dire, ah non, bah, c'est pas pour moi. Il y a autre chose de mieux qui nous attend. Et c'est souvent le cas, finalement. Bien sûr. Non, mais par exemple, pour le coup, pour illustrer, si tu veux, quand j'étais dans cet appart à Boulogne où j'avais que 3 cachets devant moi, aller au cabaret, c'était un projet, tu vois. Fallait que je fasse garder la petite. C'était dans la nuit. C'était un enfer. Des fois, j'en enchaînais 3 d'un coup. Et là, j'avais un plan où on me proposait d'être voix off d'une chaîne pour enfants. C'était trop fait pour moi parce que je sais grave moduler ma voix. Le plan, il était à 600 mètres de chez moi. Le cachet, il était récurrent. Si tu veux, ça m'aurait apporté une stabilité financière qui ne m'aurait pas empêché d'aller chercher autre chose. Donc, quand je l'ai pas, ce truc-là, je me dis pas, je me ferme une porte puisque j'aurais continué à chercher. Donc, ce truc-là, ça t'est resté. Ça, ce casting-là, il m'a fait mal, ouais. Parce que l'excuse de « il y a mieux qui t'attend ailleurs », il fonctionnait pas avec ce casting-là. Ouais, je comprends. Et aujourd'hui, eh ben si. Parce que peut-être que si j'avais eu cette stabilité financière apportée par ce plan, tu te serais pas donné entendre mal. Non, peut-être je serais pas allée à... Et t'aurais dit non, j'ai pas 3 fois 10 minutes. Je serais pas allée à Orléans à gagner 300 balles. Et pourquoi t'as pas eu ce casting ? Je sais pas. T'as pas eu de... Non, mais parce que ça devait être comme ça. Vraiment, tu vois. Ok, mais c'est vrai que ça peut être super agaçant. C'est rageant de ouf, mais aujourd'hui, je me dis tant mieux que je l'ai pas eu. Tu vois. Mais alors que ça faisait quand même... j'étais pas jeune, j'avais 30 ans, 31 ans, tu vois. Ça faisait déjà plus de 10 ans que je faisais des castings et ce métier. Non. Là, la petite voix qui dit c'était pas pour ça. Non, marche stop. Pas, là. Arrêtez, quoi. Et aujourd'hui, j'ai l'explication. Comment tu vis ton arrivée dans ce monde, du coup, que tu connais déjà un petit peu ? Donc beaucoup d'hommes, tu l'as dit tout à l'heure, mais que tu les côtoies déjà, t'en côtoies déjà beaucoup. Comment tu vis ton arrivée dans ce monde-là ? Est-ce que tu es bien accueillie ? Est-ce que ça prend tout de suite ? Comment ça se passe ? Ouais, c'est marrant parce que c'est des années de galère dans la musique, avec pas beaucoup de considération. Et je n'ai pas trouvé tout le monde très sympa. Bah ouais. Et puis vraiment beaucoup de déceptions quand j'y repense dans la musique, avec des gens qui te font miroiter des choses, mais enfin, ouais. Et dans l'humour, non. Enfin, non. Je prétends pas que ce monde d'humour soit plus simple. Il y a des vrais pas sympas, il y a des vrais faux gentils. Et, mais, tu vois, tu parlais d'alignement. En fait, moi, ça s'est aligné, quoi. Ça s'est aligné. Et puis, je crois aussi la chance, c'est que
ça m'est arrivé. Donc, j'ai commencé en 2017. J'avais... Quel âge ai-je? J'ai 33 ans. Donc, je suis pas un bébé. Donc, si tu veux, quand je commence à gagner des sous ou qu'il y a des gens qui m'applaudissent, bah ouais, je me la pète. Mais je me la pète 24 heures parce que derrière, j'ai mon enfant à nourrir. Puis, j'ai les mêmes potes. Puis, peut-être que ça m'est arrivé au bon âge, tu vois, pour garder les pieds sur terre. Et puis, du coup, peut-être aussi que d'avoir les pieds sur terre, on n'a pas la même attitude avec les autres, tu vois. Donc, ouais, j'ai trouvé que cette arrivée dans le métier, elle était chouette. Et tu remarques qu'il y a, qu'il y a une place à prendre, tu t'en as parlé, il y a une place à prendre en tant que femme. Aujourd'hui, je trouve ça chouette parce qu'il y a vachement d'humoristes femmes, ce qui n'était pas le cas quand tu es arrivée. Est-ce que c'est est-ce que c'est agréable je pense que oui, mais de voir justement qu'il y a de plus en plus de femmes dans ce monde-là. Est-ce que c'est quelque chose qui était problématique quand toi t'es arrivée, où c'était vraiment il y avait que des mecs et ils prenaient vraiment le dessus? T'as vu une vraie évolution? Alors, pour le coup, moi j'en ai bénéficié parce que comme il n'y avait pas beaucoup de meufs, et on m'appelait. Mais oui, c'était problématique, mais je trouvais que ce qui était plus problématique, au-delà des artistes, je trouve que c'est le derrière, c'est la production. Parce qu'il y a de plus en plus de femmes dans l'humour, et tant mieux, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes dans le paysage, quoi qu'il arrive, et c'est tant mieux. Et je pense que la vraie problématique que j'ai trouvée, c'est les productions. Plus que les artistes, si tu veux, qu'il faut qu'il y ait plus de femmes dans les productions. Parce que finalement, souvent, j'ai vu des gens, à juste titre, s'offusquer de... vous faites des plateaux d'humoristes, vous n'êtes même pas foutus de mettre 2 meufs. Mettre des meufs pour faire du quota, nul. Des meufs compétentes, il y en a plein. Ah ouais. Mais c'est pas les artistes qu'il faut blâmer. C'est pas les artistes qui sont sur l'affiche. C'est ceux qui ont produit le spectacle. Ouais, c'est clair. Voilà. Et dans la production, je connais plein de meufs, je travaille avec plein de meufs, et j'espère, je ne suis pas assez proche de ces coulisses-là, j'espère qu'il y en a de plus en plus, ouais. Bon, en tout cas, toi, il y a quelque chose de sympa qui t'attend bientôt. On n'en parle pas. On a le droit d'en parler ou pas? Vous mettez en post-prod une affiche et on n'en parle pas. Ah si, on en parle. Si. Obligatoire. Tu parles non, mais on n'en parle pas alors. Tu parles de l'Olympia? Je sais pas. Ouais. T'es ready? You're ready to go? Je suis ready to go. C'est cool, non? Ouais, c'est très cool. C'est un rêve un peu, non? Ouais. ouais, c'est un rêve. Et en même temps, il y a un truc très factuel aussi, parce que je suis passée... maintenant, c'est mon 2e spectacle. Et je suis devenue productrice. Voilà, donc souvent les gens se figurent que c'est l'Olympia qui est venu te chercher, mais c'est nous qui avons... C'est toi qui as créé ton propre spectacle. C'est moi qui ai réservé l'Olympia, évidemment. Donc, si tu veux, je l'aborde tant que... Si j'y pense en tant qu'artiste, ça va me foutre vraiment trop le trac. Qu'est-ce qui te fait peur? Parce que des scènes, t'en as fait. C'est le nombre de gens? C'est ce que ça représente? C'est ce que ça représente pour les gens. C'est ce que ça représente pour moi, évidemment, en tant qu'artiste, bien sûr, évidemment. Tu vois, on est tous d'accord que l'Olympia, c'est l'Olympia. Tu vois. Complètement, oui. Et du coup, tu vois aussi que dans les yeux de tes proches, c'est wow, l'Olympia. Et donc, tu sais qu'ils seront dans la salle. Je crois que c'est eux qui me foutent les pétages. Ouais, je comprends. C'est l'attente de mes proches, ce qu'ils attendent de moi ce jour-là, quoi. Mais désinvite-les. Mais ouais. Putain, mais ouais. Mais ouais. On peut désinviter les invités. Tu les bloques. Ok, je remets des places à la vente. C'est complet déjà ou pas? J'ai 2 dates. J'en ai une qui est quasi complète et une un peu moins, mais qui va sans doute l'être bientôt. Combien de personnes il y a dans l'Olympia? Il y a 1948 personnes. Oh, c'est pas mon con. Ouais, il y a 2000 personnes à l'Olympia, ouais. C'est stylé. Ouais. Et puis... c'est pour ça que je veux pas trop y penser, parce que je veux quand même me faire surprendre par la magie de l'instant. Tu sais, je pense que c'est comme quand c'est ton mariage, tu le vois pas. Ouais. Tu veux pas trop le conscientiser. Le vois, tu vois même pas passer ta journée, tu la vois sur les photos, quoi. Ouais. Donc j'ai pas trop envie d'y songer, parce que j'ai envie de kiffer ce moment, et en même temps, évidemment que tu as envie que tout soit parfait. Ça sera parfait. En tout cas, ça sera à ton image, tu vois. Après. Bordélique. Et dans l'urgence. Peut-être dans l'urgence. Non, mais tu vas faire, je pense, du toi, du 100% toi. Ouais.
Et that's it, quoi. Absolument. D'ailleurs, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, parce que ça m'a toujours un peu intriguée, comment on prépare un spectacle d'1 heure Et demie. 1h30. 1h30. 1h. Et ouais, comment celui-là, il fait 90. Alors, première question. Ouais. Deuxième question, qui semble peut-être une question con, mais comment on est sûr que ça va faire rire ? Ouais, elle est trop bien ta question. C'est tout le questionnement d'un humoriste. Eh ben, on va, figure-toi, en comedy club. On va en comedy club, on va faire des petites salles. Donc, comment on le prépare ? Comment on l'écrit et tout ça ? Ouais. Je pense que chacun a ses méthodes. Pour le coup, moi, la mienne, qui n'est pas du tout C'est dans l'urgence. scolaire. Mais c'est vrai que moi, j'ai des potes, tu sais, ils se fixent des heures de taf. Voilà, ils se lèvent. Donc, moi, j'aime pas déjà me lever le matin. C'est vraiment mon grand kiff. J'ai toujours dit, je ferai un métier qui ne m'oblige à ne pas mettre de réveil. Je comprends. Et donc, moi, je suis une travailleuse du soir et de la nuit. Donc, c'est souvent à des moments où j'ai pas décidé d'écrire, tu vois. Je vais me coucher, puis là je pense à un truc, je me dis putain, c'est marrant. C'est toujours comme si ça. je rallume mon téléphone, je vais jamais m'endormir. Ouais. Et si tu rallumes pas le téléphone, t'oublies la vanne. Ouais, bien et si sûr. tu rallumes le téléphone pour écrire, c'est parti. Tu termines dans le salon avec l'ordi jusqu'à 5h du mat. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'écris, avec des insomnies productives, comme j'aime les appeler. Et donc, ce spectacle, je l'ai écrit. Donc, le premier spectacle, je l'ai écrit à l'enfilade. Comme c'était une fiction, j'ai joué un personnage. Je me disais, qu'est-ce qu'elle va raconter, cette meuf ? Ah, puis maintenant, elle a dit ça, maintenant, elle va dire ça. Que le deuxième, total inverse, je me suis dit, vu que dans le premier, j'ai joué un personnage, ce spectacle-là, je vais raconter vraiment qui je suis. Du coup, un jour, j'avais une idée sur des conneries qui me sont arrivées, parce que je raconte que je me suis un peu embourgeoisée et que maintenant, je loue une maison. Que je ne sais absolument pas tenir. Je suis un danger public, j'appelle les flics tous les 3-4 matins. Il m'arrive des trucs de ouf. Mais comment ça ? Qu'est-ce qui m'arrive t'arrive ? des trucs de ouf. Dans le spectacle, vous verrez, mais j'ai appelé les flics en pleine nuit parce qu'il y avait du bruit et que je pensais que quelqu'un était dans la chambre à côté pour me violer, m'assassiner. Et j'avais juste attaché un tableau avec de la pâte à fixe. Ah, merde. Qui est tombé en pleine nuit. Une fois, j'ai mon chat qui a marché sur la télécommande de télé, qui a allumé la télé en pleine nuit. Je suis toute seule, c'est une semaine où ma fille est chez son père. Et je me fais réveiller par 2 hommes qui parlent dans le salon. Et d'un coup, ça met de la musique. C'était une chaîne de clips. Moi, je me dis. pense que je me moi, 3h du matin, je me dis quoi ? Je me dis, putain, ils ont mis de la musique pour maquiller le meurtre. Ah ouais, non, mais waouh! Voilà, ça, c'est ma life. Tu vois, d'être célèbre, ça t'a pas rendu sérieux. Mais pas du tout. Il m'arrive que des trucs de cassos. Regarde, tu vois, là, par exemple, je raconte que j'ai une frange. Pas du tout. J'allume mes clopes à la gazinière. Donc, si tu veux, quand j'écris, et ben voilà, par exemple, je vais écrire pendant une semaine sur toutes les conneries qui sont arrivées dans ma maison. Mais attends, mais c'est une un délire, semaine après, je vais écrire sur mes dates. Une semaine après, je vais écrire. Et donc, j'ai un grand tableau Velleda dans mon salon qui trône. Et j'écrivais les thèmes de ce que j'avais écrit, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, Zoé, que j'embrasse, qui est ma dire de prod avec laquelle je travaille, qui me dit, alors, t'en es à combien de temps ? Je suis incapable de chiffrer tout ce que je viens d'énumérer. Attends, j'essayais de faire des suites logiques. Et, alors, en revanche, une fois que j'ai trouvé la suite logique, ce qui est venu assez vite, j'ai mis 1 an. Il y a eu 1 an qui s'est espacé. Non, même moins. Mon dernier spectacle, c'était un 24 novembre et j'ai fait le rodage un 10 octobre. Donc, moins d'1 an. Quand même. Ok, c'est long quand même. Après, il faut mettre en place toute la tournée, tout ça, tu vois. Mais on va dire 9-10 mois, j'ai écrit mes petits trucs. Et une fois que j'ai trouvé le schéma, c'est pas très loin de ce que je produis aujourd'hui, là. Ok. Voilà. Et tu t'es entraînée, du coup ? Ah oui, bien sûr. Ouais. Tu fais des petits comédie clubs où tu testes des 5 minutes. Ah, d'accord. Tu vois, des fois que tu as une vanne, tu as l'idée, mais elle est mal livrée. Donc, tu te dis, putain, là, peut-être, j'aurais pas dû faire comme ça. Tu retournes au comédie club, tu réécris. Des fois, le comédie club qui fait plusieurs sessions, tu restes toute la journée dedans et tu modifies. Ah, tu vois, c'est con. Et je ne savais pas du tout que ça fonctionnait comme ça. Donc, quand tu vois des humoristes en comédie club, soit ils viennent tester du matériel, soit ils viennent jouer et ils viennent flyer ou faire de la promo. Mais on a toujours un projet quand on part en comédie club. Et après, une fois, donc moi, si tu veux, quand j'ai fait mon... Et après, on part en rodage. Rodage, c'est une tournée avec des plus petites jauges à un prix réduit et tu marques en rodage. Souvent, on fait ça en extérieur parce qu'à Paris, on n'a pas envie que les journalistes
ils viennent mettre leur nez des fois qu'on soit pas encore au point. Ok, tu vois. je comprends. Et le public de rodage est génial parce que souvent ce sont des férus et des habitués et ils sont sympas et ils aiment bien être dans le cœur du taf. Donc ils savent qu'ils viennent voir du taf. T'as des humoristes qui arrivent directement avec leur cahier. Ils font... Moi, j'avais une feuille par terre où je marquais les gros titres. Tu vois. D'accord. J'avais un Mais timer. j'ai jamais entendu parler de ça. C'est vrai ? Mais je te jure. Et donc voilà, comme la première fois que j'ai commencé mon rodage, si tu veux, dans tout mon show, je fais ça parce que je me rappelle de ce qui était écrit. J'avais peut-être 20 minutes de tester. Je sais que j'avais ça marche, ça je sais que ça marche, ça je sais que ça marche. Mais dans le entre là, c'est jamais joué. Donc c'est ce soir, on va voir. Et puis ce soir, on va voir combien de temps ça dure. Et quand tu remarques que, par exemple, tu as prévu une super vanne, tu fais ta vanne, tu livres ta vanne et ça rigole pas. C'est ce qu'on appelle un bide ou un four. Et ça, attends, la dernière fois, j'étais avec mes régisseurs et j'ai déconstruit le sens du mot du trac. Avoir le trac, c'est ni plus ni moins la peur de se foutre la honte. Ouais, ou de pas faire rire, ou de pas être drôle, quoi. Mais quand t'es pas drôle, t'as l'archouma, t'as la honte. Quand tu vis un bide, mais quand toi, tu trouves ça hyper drôle en plus, donc c'est dur. Ah ouais. C'est ma vie, moi, c'est mon quotidien. Le bide, mais c'est terrible. Mais c'est en ça où le métier d'humoriste, il est quand même... il est courageux parce que tu montes sur scène et tu prends consciemment ce risque-là, tu vois. Ah ouais. Et à l'inverse, est-ce que tu imagines le truc inverse de... T'as eu cette idée chez toi en te disant, je crois que c'est marrant, et tu l'as fait et ça déchire. Là, ça doit être la satisfaction de ouf. Et ce sentiment, il est très addictif. Ça, c'est dingue. Mais pour avoir ce sentiment-là, il faut avoir vécu. Connaître aussi l'autre. Le bide, mais c'est horrible. Et qu'est-ce que tu fais sur scène? Tu dis, pas drôle, ou tu dis rien? Tu passes à autre chose? Tu essayes de faire comme tu peux, quoi. Ça peut fonctionner si, dans l'intervalle du bide, t'avais du marrant. Après, ça fonctionne aussi si t'as le charisme. T'as des mecs, tu vois, les mecs qui ont énormément d'expérience. Ils savent rebondir. Ouais, ils savent rebondir. Ouais, et du coup, ils arrivent à rire de leur propre bide, tu vois. Bien sûr. C'est ça, en fait. Comment on appelle ça? Mais c'est avoir de la répartie, tout le temps. Même pour soi, tu vois, c'est toujours trouver la phrase, le truc pour rebondir. Ouais. C'est du taf c'est épuisant. Intellectuel. Enfin, tu vois, c'est... Mais après, je trouve que c'est aussi un exercice, parce que plus t'écris, plus tu arrives à écrire. Tu vois, par exemple, l'impro, quand j'ai débarqué dans cette troupe d'improvisation théâtrale, la première fois, j'ai assisté au cours. Et j'ai trouvé ça prodigieux. Je me suis dit, mais comment ils font? Ah ouais. Mais en fait, il y a des ateliers et donc, auxquels j'ai participé, évidemment, pendant des années. Parce qu'en fait, tu t'aperçois qu'il y a des vraies techniques pour arriver à ça. Donc, je pense que la répartie, il y a quelque chose qui relève quand même un tout petit peu du terrain, d'une prédominance. On appelle ça un don ou du talent ou ce que tu veux, tu vois. Tu as quand même quelque chose un petit peu, mais tu as beaucoup de travail derrière. Moi, je vois les meilleurs humoristes, c'est des mecs qui écrivent tout le temps. Tout le temps. Parce qu'ils sont passionnés, parce que... c'est de la répétition. Plus tu écris et plus tu deviens exigeant. Et plus tu deviens bon. Et plus tu traînes avec des gens drôles, plus toi-même tu vas devenir drôle. Toi, aujourd'hui, ton cercle, ton entourage, tes amis proches, c'est des humoristes? Non. Du tout? Ouais, alors si. Bien sûr, je dis non. Bien sûr, j'ai des méga potes humoristes, mais pas que. Et souvent, quand j'écris, quand tu dis, c'est un peu faux quand je te dis, je passe pas du cahier au Comedy Club. Je passe du cahier à l'Oasis. J'ai mes 2 cobayes qui sont Aziz et Foued, mais parce que je suis amoureuse de leur rire. Je veux entendre leur rire. Et donc, des fois, quand j'écris, je me dis, ça va le faire marrer. Et souvent, ça a des pas d'heure. Il est père de famille. Et d'ailleurs, j'embrasse sa femme et ses enfants. Ils doivent me détester de le faire marrer en pleine nuit. C'est Tata Lolo. Et je lui envoie, Aziz, je crois que j'en ai une bonne. Et si j'entends le... c'est gagné. Et parfois, je vais à son encontre parce que je sais que dans le spectacle, j'ai toute une partie, j'ai un sketch sur les infections urinaires et je lui dis, je crois que j'ai un truc et tout. Et je lui raconte, il me dit, pardon, mais je pense que je ne suis pas la cible ou alors je passe complet à côté. Et je lui dis, donc des fois, quand il me dit ça, ça me démotive.
Mais tu peux me démotiver en deux, hein. Moi, tu me dis, si mon pote Aziz il me dit c'est pas marrant, il me déconcerte au possible. Il peut casser ma carrière. C'est grâce à lui que je suis là et sa motivation. Mais j'étais à l'encontre de son avis sur ce truc-là. Après, il a aussi émis la possibilité qu'il puisse ne pas être la cible. Parce que c'est vrai que c'était une thématique plutôt, pour le coup, féminine. Et je lui dis non, je crois que je tiens un truc. Et d'ailleurs, il m'a accompagnée. Je suis partie le tester. Il y a une scène d'humour qui est formidable. Je ne sais pas si on peut leur faire de la pub ou quoi. Ça s'appelle Les soirées première fois. C'est animé par Mims et par mon ami Yacine Bellous. Et c'est au Théâtre Le République. Et la promesse de cette soirée, c'est que chaque personne qui va monter au micro présente un texte qu'il n'a jamais joué. Et c'est toujours plein parce que le public sait qu'ils vont voir de l'exclu. Et il y a des très gros noms qui vont... Et en l'occurrence, j'ai été testée, j'ai appelé Yacine, je dis Yacine, je crois que j'ai un truc, je peux venir le faire chez toi. Il m'a dit viens. Et je crois que je suis allée avec mon pote Aziz et qu'on est parti faire le sketch de l'infection urinaire chez Yacine. Et ça a marché. Et en sortant, c'est les nanas qui ont rigolé. T'as entendu surtout des nanas rigoler ou... Non, les deux aussi. Mais après, les mecs... Après, j'ai regratté un peu des trucs. Mais c'est vrai que la première cible de ce sketch, de ce texte, est évidemment féminine. Mais en fait, je m'adresse aux mecs. Je leur dis, les mecs, on va vous raconter ce que c'est que ce fléau. Parce que vous n'êtes pas au courant de ce qu'on vit, quoi. Et donc, comme j'alpade des garçons, je les rassemble à la cause. Donc, j'ai pas du tout que des rires féminins sur cette thématique féminine. En tout cas, tes posts, ils cartonnent sur les réseaux sociaux. Ça doit te rassurer, j'imagine, de manière globale. Mais j'ai l'impression que tu cartonnes, ça part vite en viral. Tout le monde ne fait pas autant de views, d'engagement, de likes, tu vois. Je suis contente, effectivement, ça rassure. Après, je suis pas dans l'étude de est-ce que ça... Il y a un truc un peu où je poste et on voit, donc je suis contente que ça fonctionne. Et des fois, en plus, je me fais se plaindre. Des fois, je suis pas contente parce que je trouve qu'il y a des posts qui deviennent viraux. Alors, je suis très contente. Mais je trouve que parfois, par exemple, il y a une impro que j'ai publiée sur le public québécois. Elle a pas fait des vues de dingue, alors que j'ai trouvé ce moment incroyable. Je trouve que parfois, c'est un peu injuste. T'es pas d'accord, quoi. Ouais, je comprends. Mais en fait, de toute façon, ce qui devient viral, c'est à partir du moment aussi où les gens, tu leur racontes leur vie, quoi. Donc, c'est vrai. En fait, dès qu'on se sent touché et que ça nous parle, c'est bon, c'est en plein dans le mille, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui marche très bien. En tout cas, j'ai hâte de voir... je ne vis pas à Paris, donc je n'aurai pas la chance d'être présente. Mais j'ai hâte J'ai des dates en province, figure-toi. C'est vrai ? Ouais. Tu passes par où ? J'ai encore la fin de ma tournée. Il reste une quinzaine de dates. Tu passes par Nice ? J'ai déjà fait. Ah, t'as déjà fait ? J'ai déjà fait le Sud. Le Sud, j'ai déjà fait. Non, j'ai de la Suisse, j'ai du Lille. J'ai Lille où on va filmer le spectacle le 25 octobre. J'ai Poitiers, j'ai Caen, Rouen, Bordeaux, Toulouse. Non, j'ai plus Bordeaux. Bordeaux, déjà fait 2 fois. Ta fille, elle a quel âge maintenant ? Elle va avoir 12 ans. Comment tu gères avec son papa quand t'es en tournée Absolument. Voilà. Voilà. Non, parce que on se demande tout le temps, mais comment on fait ? Tu vois, je suis sûre que c'est le rêve de plein de nanas de faire ce que tu fais. Et souvent, tu te bloques parce que t'es maman, parce que parce que machin. Et juste pour rappeler que on peut, tu vois, on peut aussi le faire. On peut. Ça demande une orga, mais après on peut. Après, j'ai des facilités aujourd'hui, parce que j'ai le père de ma fille qui est très présent. D'ailleurs, je vais faire une petite confidence parce que je raconte dans le spectacle que j'ai la garde alternée, ce qui a été vrai, ce qui n'est plus le cas. Parce que mon ex a perdu son appartement. Donc là, il est dans un entre-deux de galère et de relogement. Donc, il vit à moitié. Et en gros, il vit chez moi quand je n'y suis pas. Ah, donc c'est pratique. Ce sera dans le prochain c'est très pratique. Ce sera dans le prochain spectacle. Parce que je dis que ça me fait comme une sorte de fille au père, mais père ma fille. C'est hyper drôle. Et je veux pas du tout... j'ai pas très envie qu'on dise à ces femmes, voyez, on peut le faire. Parce que j'aime bien citer cette femme qui s'appelle Samira El Ayachi, qui a écrit un livre formidable qui s'appelle Les femmes sont occupées. Et elle a une phrase que je trouve d'une justesse terrifiante. Elle dit que le monde appartient aux hommes et aux femmes riches. Et aujourd'hui, je gagne bien ma vie. Donc oui, aujourd'hui, pour moi, c'est possible. Quand j'ai commencé, quand je vous ai raconté là, que je faisais les 4 mois là où j'ai dit oui à tout, que j'ai gagné ce concours, j'ai amené ma fille partout. J'étais en galère. Et évidemment qu'avec le recul, on idéalise. On se dit, c'était rigolo, elle traînait dans les loges, enfant de la balle. C'est compliqué. Elle n'a rien à foutre dans une loge à 23h quand elle a 5 ans. Voilà. Donc, et je l'ai fait
peut-être égoïstement, mais je ne l'ai pas fait non plus parce que je courais un rêve, je l'ai fait parce que j'avais du fric à gagner. Et que si je ne faisais pas ça, il n'y avait pas de fric, et si j'avais pas de fric, je ne payais pas le loyer. Donc, encore ce qu'on disait tout à l'heure, l'urgence. Donc, oui, on peut le faire, mais... On ne dit pas que c'est facile. On ne dit pas que c'est facile. On ne dit pas qu'il n'y a pas de concession, qu'il n'y a pas de compromis, qu'il n'y a pas des efforts, qu'on va peut-être devoir faire des écarts, machin. On ne dit pas tout ça, on sait. Ouais, moi, je pense que la société, elle a un vrai travail à faire sur le système français pour aider les on dit souvent les femmes, mais il y a des hommes aussi. Évidemment que la majorité, c'est souvent féminine, mais pour aider les parents célibataires, les parents solos. C'est clair. Moi, j'étais en galère, j'étais trop pauvre pour aller dans un logement public et trop riche pour aller dans un logement social. J'avais personne qui voulait m'accueillir, j'étais en galère, il a fallu tout le temps la démerde, il a fallu que je mente sur mes fiches de paie, il a fallu que tout le temps on la débrouille, et on n'est pas beaucoup épaulés. Voilà. Ouais, c'est vrai, t'as raison, et c'est bien que tu le dises ici. Et je pense que tu as touché beaucoup de femmes parce que moi j'ai beaucoup de mamans solo. Auditrices du podcast et éventuellement élèves aussi de notre académie. Du coup, ça va vachement leur parler. Merci. Je les embrasse très fort. T'as un petit mot devant toi qui a été écrit par l'invitée précédente. Ah oui ouais, en général, ce sont des questions. Donc c'est une question. D'accord. Je t'invite à la lire et y répondre. Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre ? Alors ça, pour le coup, je pense plus au côté productrice que je suis devenue. Tout simplement, quand je passais du premier spectacle au deuxième spectacle, évidemment, j'ai eu plein de propositions de productions différentes. Des gens très bien, des gens moins bien, des propositions super, des propositions moins super. Et ce qui m'a poussée à entreprendre, c'est que je me suis vue parfois rager sur des prises de décision sur lesquelles je n'avais pas la main sur le premier spectacle. Et j'embrasse mon premier producteur qui a fait un travail formidable. Mais le fait est que, comme dans toute entreprise, je me suis dit, parfois, et évidemment, il y aura de la merde de fait. J'ai 40 ans, je pense que là, j'ai envie que ce soit ma merde, à moi. Ouais, je comprends. Je trouve plus rageant de s'énerver contre quelqu'un et de pas avoir que j'ai envie de m'énerver après moi et que ce soit ma faute. Voilà. Je pense que tu vas parler à beaucoup d'entrepreneuses ou de futures entrepreneuses. Et je vous jure que des fois, je me passe des savons. Oui, je vois très bien. Moi, je dis toujours que je suis un espèce de commandant en chef, même avec moi-même. Ah, mais surtout, ouais. Surtout, en fait. Surtout, ouais. On a un niveau d'exigence envers nous-mêmes. Mais bon, parfois, il faut aussi un petit peu d'exigence pour arriver à atteindre nos objectifs, etc. Ah ouais, mais moi, je briefais mon équipe parce que je suis gueularde. Comme je dis, moi, tu m'entendras pas parler derrière toi ou faire une manne. Je vais gueuler. C'est vrai. Moi, je gueule. Mais tu gueules quand t'es en colère. Je gueule. Ah ouais. C'est pas vrai, ce bordel. Ouais. Et une fois, on va dans une ville et dans cette ville, il y a un hôtel. J'aime bien y être. Parce qu'on est tellement en tournée qu'on n'a pas d'habitude. Moi, j'adore ça, tu sais, l'impro constante et tout. Je suis très stable dans mon instabilité. Mais dans mon instabilité, j'aime bien quand même des petits repères. Et il y a un endroit où j'aime bien un hôtel, tu vois. Et je dis à ma dire de prod, prends l'hôtel. Et donc, on va pas citer les marques, les brands. Mais elle me dit, celui-là. Je dis, non, celui-là. Et c'est moi qui me trompe. En fait, c'est elle qui avait raison. Je dis, non, celui-là. Ce qui fait que je me retrouve dans un hôtel que j'avais pas du tout. C'était pas celui-là. Je l'appelle. J'ai dit, qui a booké cet hôtel de merde ? Elle me dit, Laurie, c'est toi. Ok. Attends. Non contente. Parce qu'en plus, l'hôtel, il était accessible par une toute petite rue. Et moi, à l'époque, on m'avait prêté un immense véhicule de tournée. Je disais que c'était un F3 tellement il était balèze. Et j'étais là, avec la rue qui se rétrécissait, vue sur l'hôtel que je voulais pas du tout. J'étais en train de bouillir. J'ai appelé mon régisseur. J'ai dit, Jess, t'as 5 minutes ? Il me fait, ouais. Il faut que je te parle. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai booké un putain d'hôtel de merde. Voilà, je me suis savonnée pendant... Ok, elle a dû dire. Ok, très bien, Laurie. Tu sais, face au directeur d'hôtel qui était là. J'arrive. Ne le prenez absolument pas pour votre hôtel de merde. Après, je me suis aperçue que c'était absolument horrible ce que je venais de faire et surtout très mal poli. Je suis redescendue, j'ai offert des places de spectacle au directeur de l'hôtel et en plus, je lui ai dit, votre hôtel, il est chambé, ça n'a rien à voir avec vous. Ah, purée. Moi, voilà, des fois, je suis insupportable. Mais ça, tu racontes du coup tout ça sur scène ? Non.
Ah non ah bah... Je le garde pour mes proches. Ah bah non regarde comment j'ai ri. C'est peut-être un indicateur. C'est peut-être un indicateur. Je le mettrai sur le tableau pour le 3e spectacle. Ouais, exactement. Laurie, est-ce que tu as un dernier message peut-être à nous transmettre ce soir? Nous ne sommes absolument pas le soir. Ce soir. Bah non, j'ai été très bavarde. T'as vu, tu me lances sur une question. Non, c'était très bien. Bah non, écoute, je veux pas plus que ça. Je voudrais remercier tous les gens. Ma famille, ma mère, mon père. Attends, laisse-moi faire ce discours que j'ai rêvé tant de fois. Merci à tous de m'aimer. Mais vraiment, je voudrais remercier les gens. Après, tu sais, humoriste, c'est trop cool. Hein. On te tape tout le temps sur l'épaule. Les gens qui t'aiment pas, ils viennent pas te dire qu'ils t'aiment pas. Donc, quand on te croise, on te dit toujours des super trucs. Donc, je voudrais remercier les gens qui me disent des trucs super et qui me disent que je leur fais du bien, mais il faut qu'ils sachent qu'ils me font eux aussi beaucoup de bien. Voilà. C'est un cercle vertueux. Absolument. Merci beaucoup, Laurie, pour ce moment. Rien. À très vite à l'Olympia. Oh putain. J'avais déjà oublié. Salut Laurie, merci beaucoup. Ciao. Je reprends un bonbon. Je profite de mâcher mon bonbon pour m'apercevoir que j'ai tellement le trac que j'ai pas donné mes dates. C'est les 29 et 30 novembre à l'Olympia. Venez, ça va être génial. J'aurai pas le trac. Venez, on va se taper des barres avec Laurie. La meuf a pas fait sa promo. Elle voulait tellement pas en parler que bon bah voilà, hein, ne venez pas, hein, voilà.